Merci beaucoup. Allez, vous êtes prêts? Vous mettez votre ceinture de sécurité. On passe la première. On parle auto avec vous. Sud Radio, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et c'est sur Sud Radio évidemment que nous sommes ensemble. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bon week-end également. On va parler d'éthanol essentiellement dans cette émission, mais pas que. Pas que. Alors, est-ce que l'éthanol est la meilleure affaire du moment? Alors, on peut le penser, quand on voit dans les stations-service à 75 centimes, quand le gazole est à 1,70 € pratiquement, et puis le super, j'en ai même mis moi à 2 €. Alors, c'est pour vous dire, ça pique. Oh là, pardon. Non, c'est pas oh la vache, ouais. Oh le plein. C'est exactement ça. Ouais. Mais on parlera pas que de ça. On va avoir un premier sujet dans quelques instants sur les pirates informatiques. Est-ce qu'ils peuvent prendre le contrôle de votre véhicule? Parce qu'il y a plein de... Alors, moi, je me souviens d'un film, je crois que c'était un Mission Impossible où il prenait à distance le contrôle d'une Lamborghini. Alors est-ce que c'est possible ou pas? Vous allez voir que parfois la réalité dépasse la fiction et ça fait froid dans le dos. Ouais, donc j'ai donné quand même pas mal d'éléments de réponse. On parle de ça dans quelques instants. Dans la rubrique collection après 13h, la MGB qui fête ses 60 ans. Ouais, fête ses 60 ans et puis alors on verra. La MGB, ça a été le cabriolet le plus vendu avant l'arrivée de la Mazda MX-5. Donc il y en a beaucoup et quand on veut démarrer en collection, c'est pas une mauvaise idée. Et comme elle fête ses 60 ans, on va en parler. Et puis vous, avec vous évidemment, car on parle auto, c'est vous, 0826 300 300. Vous nous rejoignez dès maintenant si vous voulez poser des questions à l'ami Jean-Luc. Et puis aussi sur la page Facebook de Sud Radio où vous nous retrouvez actuellement. D'ailleurs, vous entendez mon ordinateur que je n'ai pas mis en silencieux. Je vais me faire gronder, voilà, c'est fait. Et puis aussi par mail, et vous êtes très très nombreux à nous écrire, ça nous fait plaisir. Je participe @sudradio.fr en mettant bien évidemment on parle auto dans l'objet et surtout votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous rappeler. Ça parle auto avec vous et Sud Radio, c'est parti. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et là, attention, il ne s'appelle pas Marty, mais bien Moreau, l'ami Jean-Luc, qui va nous parler des pirates informatiques qui peuvent prendre le contrôle de notre voiture à distance. Et on en parle, l'ami Jean-Luc, avec Yacine Ladjissi, qui est chef de sécurité, cybersécurité à UTAC. Ça calme. Bonjour, Yacine. Bonjour Yacine. Bonjour à tous, bonjour à votre équipe. Bon, expliquez-nous un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qu'a à voir l'UTAC, qui est l'organisme qui homologue les voitures, dans la cybersécurité? Très bien. Écoutez, UTAC, c'est une entreprise française qui est basée en France et qui a différentes entités en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout en Asie. Donc UTAC, en fait, a la délégation du ministère chargé des transports en France pour homologuer les systèmes de management de la cybersécurité au niveau des constructeurs automobiles français et européens, mais également les architectures, les futures architectures électroniques à compter de juillet 2022. Il y a une deuxième étape en juillet 2024, durant laquelle toutes les futures architectures électroniques devront se conformer à un nouveau règlement international qui s'appelle l'UNR 155 et qui encadre les activités de sécurité informatique, de cybersécurité dans les voitures et au sein des groupes automobiles. Oui, donc vous allez vérifier que les voitures correspondent à un cahier des charges. En gros, qu'on peut pas vous la pirater parce que pour essayer de faire simple, aujourd'hui une voiture c'est presque un ordinateur avec des roues, un ordinateur qui communique avec son environnement, donc avec des portes d'entrée pour d'éventuels pirates informatiques qui pourraient prendre, comme ils peuvent prendre le contrôle de votre ordinateur, le contrôle de la voiture. Est-ce que déjà, je disais, c'est un peu un fantasme, est-ce que à distance, un hacker super doué pourrait m'empêcher de freiner ou prendre carrément le contrôle de ma voiture, la direction, etc. Ou comme dans les mauvais films, on peut plus sortir parce qu'il bloque les ouvertures et que il se passe des choses bizarres. Donc, comme vous le disiez en introduction, c'est tout à fait possible et ça s'est d'ailleurs déjà produit en 2015. En 2015, il y a un constructeur américain qui Tesla, on va le citer. Non, mais même avant Tesla, il y a eu Jeep, Jeep Cherokee. C'est le premier véhicule qui a servi de cas d'école à tous les ingénieurs en cybersécurité automobile. À savoir que deux ingénieurs, Charlie Miller et Chris Falasek, ont pris un véhicule pendant quelques mois parce qu'il faut un peu d'ingénierie, il faut un peu de technique pour comprendre comment marche un véhicule et ils ont réussi à détourner les protocoles de communication du véhicule et ils ont démontré que on peut empêcher un véhicule de freiner. Ils l'ont fait. Un véhicule s'est retrouvé sur le bas-côté. Donc c'est ça qui a quelque part donné une vraie prise de conscience au pouvoir public et aux constructeurs qui déjà prenaient ça au sérieux. Mais je dirais que ça a été un coup d'accélérateur parce que personne ne veut se retrouver dans la presse avec une voiture sur le bas-côté parce qu'elle a été piratée. Donc techniquement,
c'est possible, mais je dirais que la technologie ne cesse d'avancer pour empêcher que ça ne se produise. Voilà. Oui, alors bon, c'est un peu quand même le canon et le blindage, c'est-à-dire que la technologie évolue, la technologie de protection, elle évolue, mais dans le même temps, les hackers, j'imagine, peuvent évoluer aussi. Et puis on sait qu'il y a des nouvelles générations d'ordinateurs qui vont arriver. Je pense aux ordinateurs quantiques qui doivent, à mon avis, vous causer à vous, experts en il va nous expliquer. Ah ouais, parce que là, vous m'avez largué, là. Les experts en cybersécurité, ils doivent passer des mauvaises nuits en imaginant ces ordinateurs qui vont être, je sais pas, 1000 fois plus rapides que les ordinateurs actuels. Et qui vont être dans nos voitures. Non, oui, mais qui vont exister. C'est à la fois une bonne mauvaise nouvelle parce qu'en fait, tout ce qui est ordinateur quantique apporte des puissances de calcul assez phénoménales qui servent à développer de nouveaux protocoles de cryptographie qui font que les véhicules, en fait, s'ils s'appuient sur ces nouvelles technologies quantiques, seront de mieux protégés. Donc c'est comme vous l'avez dit, l'histoire du canon et du blindage. Donc il y a les hackers en plus, ils travaillent jour et nuit, ils ont pas de week-end pour essayer de détourner les protocoles des véhicules. Il y a le challenge en plus entre de se dire tiens j'ai réussi, il y a la nouvelle Tesla qui sort, hop, je suis le premier à avoir réussi à la pirater. Exactement. C'est il y a trois choses en fait dans cybersécurité, que ce soit automobile ou généraliste, à savoir le premier élément c'est le challenge technique. On est passionné par la technique et on veut démontrer que les collègues ingénieurs qui ont conçu le véhicule ont oublié des choses et on veut leur mettre ça sous le nez, donc c'est jamais agréable quand on a conçu une voiture. La deuxième chose c'est qu'on veut, certains hackers font ça pour gagner de l'argent, ils veulent voler vos données pour les revendre, ils veulent piquer votre numéro de carte bancaire, et les troisièmes c'est les plus méchants et les plus qu'il faut combattre à tout prix, c'est ceux qui veulent intenter à votre intégrité physique ou à votre vie en détournant un véhicule. Donc un véhicule connecté, s'il est mal conçu, peut aboutir à des drames, malheureusement. L'émission, Yacine, elle s'appelle On parle auto, elle s'appelle pas Chéri, fais-moi peur. Moi qui conduis une voiture un peu moderne en ce moment, du coup, je dois m'inquiéter ou non? Il y a quand même non. Alors en fait, la cybersécurité, c'est une discipline d'humilité, donc il faut jamais dire que rien ne peut se produire, mais sachez que nous, en tant qu'entreprise qui homologue et certifie les véhicules, ce qu'on voit, c'est que vraiment les constructeurs automobiles, que ce soit français ou européens, mettent le paquet, mettent tous les systèmes de protection au meilleur niveau pour protéger les véhicules contre ces tentatives. Donc surtout qu'un véhicule, en fait, ce n'est pas un ordinateur. Donc un véhicule, en fait, vous permet de vous déplacer. Donc en cas de défaillance, il peut vous blesser. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Donc c'est un peu ce qui a été mis en place dans l'aéronautique. Il y a des protocoles de redondance, de sécurisation, et surtout si les constructeurs détectent le moindre risque, et nous on les aide pour faire ça. L'UTAC, c'est notre mission, c'est d'aider les constructeurs à homologuer les véhicules de façon sûre. Si on voit qu'il y a un moindre risque, généralement, on préfère désactiver une fonctionnalité plutôt que de la laisser dans un véhicule avec un risque qu'elle soit détournée. Yacine, donc sachez qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ça. Ouais. Il y a plus de risques avec les véhicules électriques, avec les véhicules thermiques, parce qu'ils ont une connectivité qui est supérieure. Je pense par exemple, on va avoir maintenant la voiture qui va payer toute seule sur la borne de recharge. Ça veut dire que là, elle a accès à vos comptes en banque, la voiture. On voit que Jean-Luc Moreau connaît bien le sujet, donc effectivement, c'est tout à fait... Jean-Luc Moreau connaît bien l'auto. Oui, tout à fait. Donc c'est une remarque très pertinente. C'est tout à fait vrai. Un véhicule connecté, électrique est connecté parce que il va communiquer avec une infrastructure de charge, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Lorsque vous allez au restaurant et que vous laissez votre véhicule chargé dans une borne, le véhicule va communiquer avec cette borne. Donc c'est ce qu'on appelle une surface d'attaque. Et puis il va communiquer avec votre smartphone pour vous dire où il en est de la charge. Et maintenant avec le frigidaire pour vous dire ce qu'il vous manque dedans. Il y a une réaction sur Facebook, Stéphane, qui nous dit une simple prise dongle OBD suffit à éviter ce genre de choses. Vrai ou faux? Non, mais en fait, dongle OBD, en fait, c'est la porte d'entrée. En fait, c'est pas que ça permet d'éviter. En fait, la prise OBD, c'est la prise diagnostique. C'est plutôt une surface pour rentrer dans le véhicule. Et donc, c'est pas qu'elle permet d'éviter ça. Donc, c'est au contraire, les constructeurs et en fait l'UTAC, ce qu'on fait, c'est justement que cette porte d'entrée, on fait tout pour mettre en place des protocoles cryptographiques pour empêcher quelqu'un de rentrer facilement dans le véhicule. Voilà. En tout cas, je pense qu'on va avoir, Yacine, on va prendre un abonnement parce qu'à mon avis, c'est un sujet qui va devenir de plus en plus prégnant. Et maintenant, on en parlera à l'avenir. Tous ceux qui ont écouté ce moment important de Sud Radio, vous avez 2 heures pour me faire un résumé, parce que c'est quand même assez technique. Merci beaucoup. En tout cas, merci de vous intéresser à ce sujet qui est vraiment d'actualité. Mais nous, on s'intéresse à tout. L'auto est en
perpétuelle évolution, vit même une révolution. Même, on peut Et dire. donc du coup, on est hyper intéressé par tout ça dans On parle auto, entre autres, et toutes les émissions auto qu'il y a sur Sud Radio. Yacine Ladjissi, qui était chef de service de cybersécurité à l'UTAC. À suivre évidemment vous, puisque vous avez la parole. Et c'est Yvon qui nous rejoint dans quelques instants au 0826 300 300 pour poser une question à l'ami Jean-Luc. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et surtout avec vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio régulièrement, on parle auto 0826 300 300. Vous voulez interagir dans l'émission, vous êtes évidemment les bienvenus. Et puis vous pouvez aussi réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Là aussi c'est possible, ou envoyer un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Voici venu le moment de la question de l'auditeur. Il y en aura plusieurs dans cette émission. Et on accueille tout de suite Yvon. Salut Yvon. Oui, bonjour Laurence. Bonjour Yvon. Et Jean-Luc. Oui, merci de me prendre à la radio. Oui, j'avais une question. Possédant deux vieux diesel, je comptais... Alors qu'est-ce que vous appelez vieux? Alors j'en ai un de 2003 et un de 2007. Ouais. Qui ont beaucoup de kilomètres. D'accord. Et donc je pensais dans un premier temps en changer un. Mais compte tenu de l'évolution de la réglementation, notamment des zones à faible émission, je voulais savoir, pour acheter un véhicule d'occasion récent, vers quoi il fallait se tourner. Oui, en gros, vous voulez savoir qu'est-ce qui va être interdit et quand, quoi. Parce que voilà, vous dites, je vais acheter, un véhicule d'occasion, mais est-ce que j'aurai encore le droit de rouler avec dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? Tout le monde se pose la bien question. sûr, il y a plein de gens. Même mes proches me posent la question, en disant, il faut que j'achète quoi? Bon, déjà, si vous achetez un véhicule diesel récent en critère 2, ou si vous achetez un véhicule essence récent en critère 1, ça repousse quand même assez loin l'interdiction de circulation, qui sera évidemment effective pour les diesels avant les modèles essence. Il y a 10 métropoles. Les critères 3, c'est le 1er juillet. Hein. Ouais, alors, ça arrive, ce qui se passe en ce moment, c'est assez bizarre, parce qu'il y a une interdiction de circuler déjà pour pas mal de véhicules. En fait, on va parler de la métropole du Grand Paris. Pourquoi? Parce que c'est d'abord, en termes de dimension, la plus grande zone de restriction de circulation. Voilà, c'est là qu'il y a le plus de véhicules, et c'est là qu'on est le plus en avance, entre guillemets, sur l'interdiction. Donc, normalement, il y a déjà beaucoup de véhicules qui ont été interdits. Est-ce que vous avez déjà vu un contrôle des vignettes critères? Moi, personnellement, jamais, à part quand il y a des coups de com', c'est-à-dire on convoque la presse, il y a 3 caméras qui sont là et on dit, alors aujourd'hui on verbalise pas, mais attention monsieur, vous n'avez pas le droit de circuler avec cette voiture normalement à cet endroit. Bon, franchement... Mais il n'y avait pas des radars qui vont arriver? Alors, ce qui va se passer, ce qui existe déjà dans d'autres villes, alors je vous parle de l'Italie, de l'Angleterre, enfin, il y a plein d'endroits où ça existe, c'est-à-dire que vous avez des caméras qui enregistrent les plaques d'immatriculation et qui vérifient avec votre carte grise, entre guillemets, quel est le niveau critère de votre véhicule, et si la voiture n'est pas autorisée à circuler à l'endroit où elle passe devant la caméra, vous avez automatiquement un PV qui arrive chez vous. Ça veut dire que si vous passez devant 40 caméras dans la journée, vous aurez 40 PV, hein, c'est ça que ça veut dire. Non mais c'est n'importe quoi. C'est pas possible, pas possible à mettre en place. On garde l'exemple du Grand Paris, mais je pourrais vous en citer d'autres. Hein. Il y a déjà 5 métropoles qui ont mis en place des ZFE, mais si on reste sur le Grand Paris, au 1er juillet, c'est 600 000 véhicules de plus qui n'ont pas le droit de circuler, et c'est même plus d'1,5 million si on prend les véhicules qui ne font que passer dans ce périmètre-là. Donc ça paraît totalement pas possible d'arriver à mettre ça en place. Alors du coup, pour répondre à l'ami Yvon. Du coup, si vous achetez un critère 1, vignette critère 1, c'est essence, norme Euro 5 ou Euro 6, c'est-à-dire les véhicules qui ont été immatriculés après le 1er janvier 2011. Donc c'est des véhicules déjà qui ont plus de 10 ans. Je vous rappelle, la moyenne du parc, c'est 11 ans en France. Donc ça commence déjà à être des véhicules anciens. On peut trouver des véhicules pas très chers. Moi, ce que je vous conseillerais, alors vous faites beaucoup de kilomètres a priori, Yvon, hein? Non, moins maintenant quand même. Moins? Mais c'est combien à peu près, en gros? Oh, dans les 10 000.
Ouais, bon, Oh bah, faut passer à vous roulez pas l'essence. beaucoup. Ah, non. Faut passer à Essence l'essence ou hybride. ou Ouais. hybride, ouais. Ouais. Prenez, vous savez, des modèles hybrides. Maintenant, il y en a pas mal sur le marché. Ou vous prenez. Alors, on peut trouver d'occasion des modèles. On va parler de l'éthanol là. Alors, combien de temps ça va durer? C'est une des questions qu'on va poser. La fiscalité allégée sur l'éthanol, mais vous pouvez trouver d'occasion des modèles qui sont équipés avec des boîtiers. Vous paierez pas la carte grise, donc vous économisez déjà pas mal d'argent. Et puis vous allez rouler avec un carburant à 75 centimes, et vous polluerez moins, parce que ça, c'est la cerise sur le gâteau. On n'en parle pas assez. Donc, Oui. essence, alors, ouais. Avec quoi comme budget, vite fait? Au maximum 15 000. Hein. Oh, On est tranquille. vous êtes large. Vous êtes large. Vous êtes large. Donc, un véhicule essence après le 1er janvier 2011, il y en a, vous allez en trouver Bon, sans problème. Donc, le conseil de l'ami Jean-Luc pour Yvon et pour tous ceux qui Oui, se si vous posent la voulez question, rouler tranquille, voilà. Bon, maintenant, après, il faut pas trop s'alarmer parce que je pense que de toute façon, cette réglementation à la con, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il faudra la revoir. D'abord parce qu'elle est ridicule. Mais oui. Elle ne juge pas la vraie pollution des voitures, mais elle juge la norme à laquelle elle répondait au moment de l'homologation. Et on sait que les constructeurs ont triché. Ouais. Donc c'est des conneries de dire Voilà. on va interdire telle ou telle voiture Voilà. de rouler, alors qu'il y en a qui polluaient beaucoup et d'autres nettement moins vendues le la coup même de année. G Ouais. de Bah Jean-Luc voilà, Moreau non, mais sur faut- Sud Radio. Eh ben voilà, faut parce qu'on arrêter. parle vrai sur Sud Radio. Exactement, de toute vous façon. achetez une Prius de 97, elle va être en critère 12 000 alors qu'elle pollue moins que oui. beaucoup de véhicules récents. Ben oui, moi je C'est suis d'accord. ridicule. Bon, Yvon, vous êtes tombé à la bonne adresse, vous l'avez vu. Je vous embrasse et puis l'ami Jean-Luc aussi. On vous souhaite un bon week-end. Vous nous tiendrez au courant de la voiture que vous avez choisie, d'accord? D'accord, bravo Eh ben, pour votre super. émission. Merci, Eh ben, beaucoup. Allez, dans quelques instants, on va parler de voitures et d'environnement et on va en parler de ce super éthanol. Est-ce que c'est vraiment la meilleure affaire du moment? Mais juste avant, ce sera l'essai de la semaine. Ouh, ça va rugir sur Sud Radio avec l'essai de Jean-Luc Moreau. Et on prend le volant. Et on prend le volant également d'ailleurs sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous retrouvez cette belle vidéo, l'essai de l'ami Jean-Luc. Je disais tout à l'heure que nous allions rugir avec votre essai auto parce qu'il s'agit d'une Puma. Enfin, quoi que ça fait pas très Puma ce que j'ai fait. Non, là ça faisait un peu vieux monsieur qui ronfle la nuit, mais ça faisait un peu cochon là. Ouais, c'est Je ça, sens ouais. qu'il- Non. Gruc. Puma, la non. Ford. Ouais, j'ai décidé de sombrer dans l'alcool pour cet essai. Donc, Pourquoi Puma, alors vous savez que Ford propose, est le seul constructeur aujourd'hui, enfin non, parce qu'il y a Jaguar Land Rover, mais c'est un peu plus élitiste, mais le seul constructeur généraliste à proposer des véhicules qui sont flex-fuel, c'est-à-dire qui roulent avec du 85 ou du Super, eh ben c'est Ford. Alors on avait déjà pris le volant de la Fiesta que j'avais trouvé très bien, et là, c'est la Puma. Alors qu'est-ce que c'est que le Puma? C'est un SUV compact, il fait 4,18 m, il est plus petit que les concurrents, ils font en général 4,30 m, les concurrents dans le segment, le plus vendu c'est le Peugeot 2008. Donc il est plutôt sexy celui-là, il a un profil de quasi coupé. Alors pourquoi je dis quasi devant? Parce que quand on dit SUV coupé, il y a des mecs qui disent ah ouais mais un coupé c'est pas ça. Bon d'accord, c'est pas ça. Donc plateforme de Fiesta, des voies élargies de 5 cm 8, il hérite aussi de tout ce qui vient de sa petite sœur, la planche de bord. Cette dernière elle est habillée en partie haute de plastique souple, c'est plutôt pas mal. Elle intègre un écran tactile de 8 pouces qui est bien positionné dans le champ de vision, c'est sérieux à défaut d'être fun. Et puis grâce à l'empattement allongé de 6 cm par rapport à la Fiesta, on a un peu plus de place derrière. Le coffre est assez généreux. Il y a une belle astuce, tiens, vous qui allez souvent à la pêche et qui avez des bottes en caoutchouc à Angers, Laurence. Sûr, à Angers. Il y a une sorte de boîte qui est logée sous le plancher avec des parois plastique et puis une bonde de vidange au fond. Ah bon? Donc on peut mettre des choses, c'est assez grand, on peut mettre Dans des le choses coffre. dégueulasses dans le coffre, sous le coffre. Mais c'est un peu comme BM qui a un double coffre. Non, mais là c'est étanche et vous pouvez le laver à l'eau et vous avez une bonde au fond pour vider l'eau mais sale. pour la plage et tout, c'est top. Mais c'est parfait, c'est très très bien. Bon voilà, ça c'est pour ceux qui ne connaissaient pas le Puma. Bravo. Bon maintenant, sous le capot, moteur EcoBoost 3 cylindres qu'on connaît par cœur, adapté à l'usage du super éthanol 85, 125 chevaux de puissance, un moteur qui semble moins tonique que dans la version normale. Pourquoi? Parce que dans la version normale, entre guillemets, il est doté d'une hybridation légère et pas sur la version E85. On peut se demander qu'est-ce qui est passé dans la tête des gens de Ford, pourquoi ils ont fait ça, et ils vont corriger le tir, je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire que là, ce Puma qu'on vient d'essayer va être remplacé par le même avec hybridation légère et super éthanol, donc le meilleur des deux mondes. Pourquoi c'était moins bien? Parce que là, quand vous êtes en 6e, on n'a plus le couple instantané de l'électrique qu'on reprend et les reprises sont un peu molles, 80-120, 18 secondes. Il faut un calendrier pour doubler ou alors faut rentrer deux rapports.
Bon, alors j'avais moi une version à l'essai, j'aime pas une version ST-Line. Alors elle est jolie, c'est ce que me disent les gens du Parc-Presse, ils disent ouais mais elle est jolie, d'accord, mais c'est un châssis sport, alors avec un train avant très incisif, bon ça c'est bien, donc on se fait plaisir quand on est journaliste, mais quand on est monsieur tout le monde qui roule au quotidien, bah, c'est tape-cul. Donc on a, voilà, un peu spartiate pour comme confort pour un SUV. Ouais. Alors plus intéressant, c'est la consommation. Avec le pied léger, moi j'ai consommé 7,2 litres, j'ai même rendu la voiture avec 7 litres d'affiché de consommation au super éthanol E85. N'oubliez pas qu'on a une surconsommation qui est liée au fait qu'il y a moins d'énergie dans ce carburant-là. Ça démontre que l'adaptation du moteur, elle est bonne et surtout, quand vous passez à la pompe, j'ai eu l'impression de revenir du temps où mon papa s'arrêtait à la station-service et mettait 20 francs d'essence dans la voiture. On a l'ami Bastien qui a mis un teasing de votre vidéo qu'on retrouve sur YouTube, sur la page Facebook de Sud Radio. Alors on suit la vidéo beaucoup plus longue. Alors il s'affiche, il a augmenté le super éthanol 85, on va en parler juste après. Il s'affiche maintenant à 75 centimes d'euros. Ça fait 5,40 € pour faire 100 km. C'est plus économique que le gasoil. C'est plus écologique également. Donc, pas besoin de s'en priver. Le modèle que j'ai essayé, c'était le top avec le châssis, la finition, tout ce qu'on veut à 29 400 €. Mais ça démarre à 23 300 € en finition titanium que je vous conseillerais. Et je vous conseille surtout d'attendre un peu pour avoir le nouveau qui aura l'hybridation légère. Alors, il n'y avait pas de supplément de prix par rapport à la version essence avec ce modèle qui n'avait plus l'hybridation légère. Ouais. Il y aura un petit supplément de prix pour le nouveau qui va arriver. Mais franchement, ça vaut le coup parce que vous le rentabilisez tout de suite avec un prix du carburant qui est plus de 2 fois plus bas. C'est 1 € de moins le litre quand même. Ça va, me parle gentiment. Bah oui, 1 € de moins le litre. Voilà. Bon, donc ça veut dire quoi? On est plutôt content du Ford Puma? Bon, on est content. On attend qu'il n'ait pas la suspension sport et qu'il ait l'hybridation légère. Et là, ça sera nickel. En tant que fille, moi j'aime bien la forme. Je trouve qu'ils ont. Non, mais il est beau. Jolie voiture. Sur ça, il est beau. Et du coup, directement, on va sur le sujet d'après, puisque vous nous l'avez un peu proposé. Le super éthanol 85 est-elle la vraie meilleure affaire du moment? On en parle maintenant. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Nous recevons Nicolas Rialan, qui est porte-parole de la collective du bioéthanol et directeur environnement aussi de la CGB. Bonjour, monsieur Rialan. Bonjour Nicolas. Qu'est-ce que la CGB, à part, ça me fait penser à quelque chose qu'on fume, mais c'est pas ça. La CGB, c'est le syndicat des producteurs de betteraves sucrières. Et l'éthanol est un des débouchés de cette betterave sucrière, à côté du sucre. Et c'est quoi d'ailleurs, tiens Nicolas, on va commencer tout de suite par les questions qui fâchent. C'est quoi la part de la production d'éthanol issue de la betterave en France? On est à quoi, 60? On est à moitié-moitié. La moitié de l'éthanol est produit à partir de 2 céréales fourragères, blé fourragé, maïs. Et l'autre moitié, c'est de la betterave sucrière. Et les résidus de la transformation de ces cultures en produits alimentaires. Il y a toujours une part résidue. Le tiers de l'éthanol produit en France, en fait, il est issu de résidus. Ah ok, et tout est fait en France? Tout est fait en France et les cultures sont aussi des cultures françaises. Donc on est vraiment dans une approche. Alors c'est ce que reproche, je vais me faire l'avocat du diable. Alors on se connaît bien, Nicolas, parce que moi ça fait quoi, 17 ans, 15 ans que je défends le super éthanol. Mais là je vais prendre un autre rôle. Alors je vais me mettre dans la peau. Tiens, j'ai vu d'ailleurs il y a quelques articles qui sont parus en disant ça va être un feu de paille le super éthanol 85. A priori ça va être un grand feu parce que ça risque de durer longtemps. Déjà on va parler de ce qui intéresse le plus les gens, c'est la fiscalité. On sait que la fiscalité elle est beaucoup plus faible sur le super éthanol 85. C'est 11,83 centimes par litre, alors que sur le sans-plomb 95 c'est 68,29 centimes par litre. Est-ce que je peux ne pas être d'accord avec vous, l'ami Jean-Luc? C'est que c'est aujourd'hui parce qu'on le lance, le super éthanol. Dans on 2 le lance ans, pas. Non, on le lance pas. C'est 2005. Oui, mais enfin, ça commence à prendre vraiment que maintenant. Ça fait 2 ans vraiment qu'au niveau du grand public, on en parle vraiment fortement. Non, c'est parce que vous m'avez pas écouté avant, c'est pour ça. Exactement. Oui, mais j'étais sur autre chose, moi. Mais en taxation, à mon avis, ça va pas rester à 11 centimes. Ça va augmenter. C'est la question qu'on pose à Nicolas. Mais déjà, la stabilité, elle est là depuis quand, Nicolas? Croyons pas qu'ils vont nous faire des cadeaux. Elle est là depuis l'introduction de la composante carbone dans la taxation des carburants et ça n'a pas bougé. Et très franchement, on imagine mal que ça puisse bouger.
à moins que la fiscalité sur tous les carburants n'évolue. Mais le superéthanol 85 est le carburant liquide le plus écologique du marché. Donc ce serait, dans le contexte actuel, absolument incompréhensible d'augmenter spécifiquement la fiscalité de ce carburant, qui par ailleurs est très voisine de celle d'autres énergies alternatives comme le GNV, le gaz ou le GPL. D'accord. Alors je vais continuer à me faire l'avocat du diable. La Cour des comptes a dit ouais, mais la fiscalité sur le bioéthanol, attention, il y a des choses à revoir. Ah, on y est. Alors, je redis ce que j'ai dit. On est complètement dans la norme de la fiscalité des carburants alternatifs qui, par définition, se veut incitatif puisque on essaie d'accélérer la transition énergétique et écologique. Et il n'y a pas de meilleure solution à mes yeux que le superéthanol 85 dans les carburants liquides pour des moteurs thermiques et demain des moteurs hybrides. Oui. Donc, on va rappeler, c'est 90% de NOx en moins, 90% de particules en moins par rapport au même moteur qui roule à l'essence. Ah non, mais moi j'ai pas de débat là-dessus, je sais que c'est de la qualité. Alors il y a eu 75% de réduction nette des émissions nettes de gaz à effet de serre. J'ai juste peur de la fiscalité, parce qu'à un moment ou un autre, on va nous faire payer quoi. Alors le risque, ce que disent certains journalistes qui écrivent des papiers alarmistes, disent voilà, mais il y a une augmentation de 33% de la consommation de 85 l'année passée. Ça veut dire que, alors, on va peut-être en manquer, vous allez répondre à cette question. Et deuxièmement, ça représente quoi en pourcentage des carburants? Parce que si effectivement ça représente un gros pourcentage des carburants vendus, peut-être que l'État, quand même, qui gagne beaucoup d'argent avec la fiscalité sur les carburants, va se dire merde, je perds des sous, donc je vais peut-être augmenter un peu. Qu'est-ce que je vous dis depuis le début? Le bon sens. Pour répondre à vos questions, Jean-Luc, le premier point, c'est que la production française de bioéthanol, puisqu'on en met aussi dans d'autres essences, elle est stable depuis quasiment 15 ans. La raison, c'est que jusqu'alors, on exportait une partie assez importante du bioéthanol produit chez nos voisins européens. Avec l'augmentation de la demande sur le territoire français, on réduit le courant d'exportation et on écoule davantage de production sur le marché français. Donc, ce qui fait que le volume global de production, il n'a pas bougé et la part des terres qui sont consacrées, elle n'a pas bougé non plus. C'est 1%, on est d'accord, 1% des terres agricoles à peu près. On est même à 0,6%. Ah oui. Quand on déduit la part des coproduits, puisque quand vous faites du bioéthanol, vous faites systématiquement des coproduits qui vont en alimentation animale à travers les pulpes de betterave. Et les drèches. Des drèches de céréales, c'est-à-dire le résidu de la graine une fois que vous avez utilisé l'amidon. D'accord. On a beaucoup de questions sur Facebook sur l'éthanol. Là, on prend un peu le temps. Oui, on prend un peu de temps. Alors, allons-y. Allez, on y va parce que vous êtes très nombreux à réagir et moi je veux vous donner la parole. Didier nous dit dans l'idéal, il faut un boîtier homologué, mais il faut quand même rouler pour amortir le boîtier, mais aussi pour évacuer l'eau qui se mélange avec le carburant au fur et à mesure. Alors, l'éthanol aime bien l'eau, il est hydrophile, c'est ce qu'on sait. C'est pour ça que le pastis se mélange bien avec l'eau. Voilà. Pardon. Et c'est pour ça qu'il faut prendre quelques précautions quand on roule à l'éthanol, c'est-à-dire ne pas laisser son réservoir trop vide. Il vaut mieux qu'il soit le plus souvent rempli pour éviter les phénomènes de condensation et de mélange de l'eau avec le carburant. Et puis, vous savez, il y a des filtres dans les circuits d'alimentation. Il faut penser de temps en temps à changer ces filtres-là. Voilà, mais ça pose pas un problème particulier. Vous n'allez pas mettre de l'eau dans votre réservoir. On va pas mélanger Oui, non, c'est parce que toujours sur Facebook, on a plein de gens, toujours Didier qui dit il y a une application qui s'appelle E85 qui indique la station la plus proche de celle qui se trouve sur son trajet. qui vient d'être améliorée en plus, Nicolas, cette application. Le nom de l'application, c'est Mes Stations E85 et effectivement, vous avez non seulement donc vous avez géolocalisation, toutes les stations à proximité de chez vous, avec le prix, l'adresse précise. Oui, en plus, il y en a combien? 2725, c'est ça? On est à, bravo Jean-Luc, c'est 2725 stations, ça a augmenté de 18% en 2021, et il continue de s'en ouvrir, et aujourd'hui on a un taux de couverture de 30% de toutes les stations-service en France. Donc, donc une station sur 3, donc on en trouve facilement. Par contre, on a vu dans certaines stations, à un moment, c'était il y a un mois, chez Carrefour, on a vu d'un coup l'éthanol qui passait au-dessus de 1 euro, et puis ensuite ça a été corrigé, c'est redescendu. C'était lié à quoi ça? Parce que c'est vrai que ça fait peur quand même. Alors, on a parlé précédemment de la fiscalité qui n'a pas bougé, mais c'est vrai que y a eu un petit mouvement de prix, comme sur l'ensemble des carburants.
Les Français ont pu le constater malheureusement. Et donc le 85 n'a pas échappé au mouvement d'augmentation du prix à la pompe. Ça n'a rien de fiscal. C'est simplement que même pour l'éthanol, donc côté carburant fossile, le prix du pétrole augmente. Donc ça impacte un peu le 85 puisqu'il y a un petit peu d'essence. Mais c'est surtout que les coûts de production de ce biocarburant ont augmenté à travers le prix des matières premières, des céréales en particulier. Très forte augmentation ces derniers mois. Et très très forte augmentation du gaz. Il faut du gaz pour produire du bioéthanol puisque il y a la distillation. Il y a une autre question qui est arrivée sur Internet. Une personne, alors attendez, je vais la retrouver parce qu'il y en a tellement, vous êtes tellement nombreux, qui nous dit qu'a priori les terres cultivées en 2023, on ne pourra plus faire d'éthanol. Alors j'ai peur de ne pas poser la question correctement. Et moi, je vais vous proposer un truc. L'Europe pense interdire de cultiver les terres en vue du carburant en 2023. Est-ce que vous avez des infos? Nicolas. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Nicolas, ce que je propose, c'est que comme on a beaucoup de questions et que est-ce que vous tout pouvez à l'heure, revenir à 13h? Exactement. On est d'accord. Est-ce qu'à 13h, vous auriez 5 minutes à nous accorder encore? Oui, bien volontiers. Parce qu'on a on vous rappelle. Voilà. On vous rappelle parce que ça déchaîne les passions. Ah mais oui, de toute façon, et puis il y a Alex qui avait posé une question la semaine dernière. On ne vous oublie pas, Alex. On va répondre à votre question parce aussi. qu'il y a effectivement la question de l'Europe. C'est important parce que est-ce que l'Europe va continuer à favoriser la production des biocarburants? On en parle donc. Vous restez avec nous. Après, il y a aussi l'ami Jean-Luc plus le côté très pratico-pratique que les gens veulent avoir. Et il y a plein de questions sur ce côté pratico-pratique. Allez, à suivre. Eh ben, on vous retrouve. Une question puis on reste dans l'éthanol avec la question d'après. Donc ça tombe bien, on va parler des boîtiers maintenant. Ah bah ça tombe bien. Et je crois que c'est Thierry qui a une question à nous poser. Oh mais vous êtes fort. Allez, à tout de suite sur Sud Auto, sur Sud Radio où on parle auto. Oula. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et vous savez que jusqu'à 13h30, votre émission On parle auto avec ce moment qui vous sera totalement dédié. Vous pouvez nous appeler, passer en direct à partir de 13h, évidemment, comme le fait d'ailleurs dès maintenant, parce qu'on le fait tout au long de l'émission. Thierry, salut Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Merci d'avoir composé le 0826 300 300 avec une question Thierry. Oui, moi j'envisage de changer de véhicule pour reprendre un véhicule avec un vrai moteur. C'est quoi l'autre? C'est quoi le vrai moteur? Un vélo? Disons un moteur légèrement différent des moteurs de tondeuse à gazon qu'on a aujourd'hui sur les véhicules. Les hybrides. Alors pas forcément les hybrides, mais si, ça fait un bruit de pas tondeuse à forcément les gazon. hybrides, mais aujourd'hui sur la plupart des véhicules, on a des moteurs d'1,2 litre, 1,5 litre, enfin c'est des tout petits moteurs pour tirer des véhicules de plus en plus gros, de plus en plus lourds. Je trouve ça aberrant, je trouve ça d'ailleurs contre-productif. Et du coup, je voulais savoir si moi qui envisage éventuellement l'achat soit d'un Porsche Macan, soit d'un Porsche Cayenne en V6 essence, je peux l'adapter au bioéthanol. Bon, on a Alexis Landrieux avec nous, qui est le gérant de Biomoteur. Je me suis dit, tiens, je vais faire le feignant, je vais faire répondre des invités aux questions des auditeurs. Et puis juste après, j'ai plein de questions qui sont arrivées sur Facebook. Mais on en a plein, mais justement, on va parler des boîtiers. Bonjour Alexis. Par la Porsche. Bonjour Jean-Luc, bonjour Laurence. Déjà, merci à tous. Ça se passe bien parce que vous vendez des boîtiers à tour de bras en ce moment. Écoutez, ça fait maintenant 10 ans qu'on fabrique et qu'on conçoit des systèmes de conversion. Et oui, effectivement, avec la hausse des carburants, évidemment, avec 1 euro d'écart au litre, oui, on n'a pas à se plaindre, effectivement. D'ailleurs, je me demande si c'est pas vous qui êtes responsable de la hausse des prix des carburants pour vendre des boîtiers. Non, bien sûr que non. Alors Alexis, est-ce que le Macan ou le Cayenne en V6 essence, on peut l'adapter? Parce que la réglementation a évolué aussi sur les boîtiers. Voilà, exactement. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'installer un boîtier, donc ça passe par une réglementation. Juste pour refaire un petit tour d'horizon rapidement avant de répondre à la question, c'est que l'éthanol, pendant des années, ça a été très confidentiel. Personne n'y croyait vraiment. On parlait beaucoup de gasoil. Et aujourd'hui, ce qui a changé la donne, qui a fait qu'il y a plein de stations qui se sont développées et que finalement le tarif aussi baisse, parce qu'on parlait du tarif du carburant, il est plutôt en baisse parce que on a de plus en plus de consommation, de production, etc. Et c'est justement lié à une réglementation qui a été mise en place et qui permet aujourd'hui d'assurer au consommateur que lorsqu'il installe un boîtier, ce boîtier est reconnu sur la carte grise. Les boîtiers sont homologués. On parlait de l'UTAC tout à l'heure. Ils passent par l'UTAC, donc vous avez la sécurité d'avoir un boîtier qui fonctionne. Et puis on passe l'installation par un garage installateur. Donc on a 600 partout en France. Alors, voilà pour le contexte. Pour équilibrer tout ça, vous êtes le gérant de Biomoteur, c'est Alexis Landrieux. Mais il y a 4 fabricants de boîtiers aujourd'hui. Je vais les citer quand même. Il y a Flexfuel Energy, donc Biomoteur c'est vous, Borel, et puis eFlexfuel Technology, qui font des boîtiers
Homologué, je précise, parce qu'on peut trouver sur Internet des boîtiers bidons qui arrivent de on ne sait pas où. Exactement. Et si vous installez ça, d'abord, c'est pas sûr qu'il y ait quelque chose dedans. Moi, j'en ai déjà démonté qui étaient vides. Hein, donc vous vous faites arnaquer et vous n'avez pas de garantie et c'est pas légal. En fait, pendant des années, malheureusement, c'est ce qui a fait On arrive, Thierry, à votre question. On arrive. Voilà, c'est ce qui a fait d'ailleurs que beaucoup de gens disaient l'éthanol, ça casse les moteurs, etc. C'est qu'il n'y avait pas d'encadrement de tout ça et tout le monde pouvait vendre n'importe quoi sur le marché. Aujourd'hui, c'est fini. Faites attention d'acheter un boîtier homologué, vous êtes tranquille. Alors, déjà, après, chaque fabricant, en fait, détient des homologations. Et pour répondre à Thierry, justement, les moteurs on détient des homologations dédiées aux 15 chevaux et plus. C'est bien des véhicules comme les Porsche Cayenne et Macan qu'on est en mesure aujourd'hui d'équiper, sur lesquels la carte grise du coup deviendra gratuite aussi. C'est-à-dire que si vous achetez le véhicule, c'est ce que vous disiez là, pensez à équiper votre véhicule avant de faire la carte grise. Vous avez un mois pour la faire, parce que déjà rien que la carte grise sera exonérée jusqu'à 750 euros. Et puis sur un Macan ou un Cayenne, la carte grise c'est pas anecdotique. Question les garçons là avec la taxe. En fait, vous remboursez pratiquement le prix du boîtier. Avec l'économie sur la carte grise. Jean-Luc Moreau, il est incroyable. C'est une fille, il est pire que les filles. Tu sais, il va y avoir la grosse taxe sur le véhicule au poids et sur le côté pollution. Du coup, la Porsche. Neuf, oui, mais là, si tu achètes une voiture neuve en Porsche. Oui, mais là, c'est pas une neuve. Thierry, on est d'accord. C'est de l'occasion que vous voulez acheter. Oui, je vais essayer de trouver un 3 litres 6 ou un 3 litres 6 essence en occasion. Il y en a pas mal il commence à y en avoir quelques-uns sur le marché. Il n'y en a pas énormément par rapport au diesel. C'est ce qui est assez, c'est ce qui est assez embêtant, c'est qu'il y a beaucoup plus de diesel que d'essence. Alors que c'est des moteurs qui marchent, je précise très bien, effectivement. Vous diviserez la facture par 2, vous aurez la carte grise gratuite, donc effectivement le boîtier sera sur un coût environ de 1 000 euros, vous serez quasiment remboursé avant même de commencer à rouler. Bon, c'est cool. Et en termes de longévité Alors en termes de longévité, on a aujourd'hui un recul d'une dizaine d'années, comme je le disais. Ces moteurs-là sont fiables. On a des véhicules clients qui aujourd'hui sont à plus de 200 000 km sur ce type de motorisation. Et de toute façon, vous avez une garantie aussi bien du boîtier que de la mécanique lorsque vous faites installer le boîtier. Alors, je profite de votre présence, Alexis, pour vous poser la question de Damien, qui dit « J'ai une Citroën Élysée essence année 2018. Est-elle compatible avec le bioéthanol E85 ?» Merci. Et puis une autre question, c'est Alex. Alex qui nous a posé cette même question la semaine dernière sur son véhicule. Faut-il installer un boîtier, faire un mélange ou trop de kilomètres, c'est risqué pour le moteur ou tout simplement pas possible, nous demande-t-elle. Alex, je vais vous retrouver exactement. Oui, savoir ce qu'elle a comme voiture. Elle avait échappé à la panne sèche en mettant du bioéthanol dans sa voiture, une Audi A3 Sportback essence de 2016. Grâce à vous, Jean-Luc, puisque vous avez expliqué qu'on peut le faire même sans boîtier ça marchera si vous êtes en panne et qu'il y a que ça. Mais est-ce qu'elle doit installer maintenant un boîtier? Si vous demandez à Alexis, il va lui dire oui. Non, alors en fait, effectivement, il y a quelques modèles qu'on ne peut pas faire. Dans ceux qui viennent d'être cités, il n'y en a aucun qui pose souci. Sur notre site internet, quand vous allez sur la page, vous avez une recherche par immatriculation qui vous donnera l'éligibilité du boîtier avec votre véhicule. Donc n'hésitez pas à passer par ce biais-là pour vérifier avant d'acheter le véhicule ou même avant de faire équiper. Ensuite, pour les mélanges... Mais est-ce qu'on peut continuer sans boîtier? C'est la question que pose Alex. Oui, mais ça, c'est plus moi qui vais répondre. Vous pouvez, il y a des moteurs qui vont bien l'accepter, puis d'autres qui vont l'accepter moins bien. Mais j'aurais une dernière question, Alexis. Alors, on sait qu'il y a des moteurs qui peuvent pas être équipés parce qu'ils ont des injecteurs piézoélectriques. On va pas rentrer dans le détail technique, mais est-ce que ça va être résolu bientôt? Oui. Quelques moteurs BMW et Mercedes sont équipés d'injecteurs différents de tous les autres véhicules du marché. Et donc, c'est quelque chose qu'on développe et qui devrait être disponible d'ici cet été. Les ingénieurs travaillent dessus. Voilà. Donc oui, on aura une réponse à apporter. Est-ce qu'on a on a un pourcentage du nombre de véhicules essence qui pourraient être équipés potentiellement? Alors c'est quoi, c'est 50, 60? Non, mais je veux dire, globalement tous les véhicules essence, c'est quoi, 50, 60, 70, 80% qui peuvent recevoir un boîtier aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 95%, du parc qu'on couvre avec les homologations et disponible avec nos boîtiers. Et ben voilà. Et Alexis, juste pour la réponse au mélange, juste une petite chose. En fait, c'est juste que le véhicule est conçu avec des tolérances constructeurs pour la fiabilité. Et lorsqu'on y met de l'éthanol, évidemment, comme le dit Jean-Luc, ça peut marcher en mélangeant. Le problème, c'est qu'on joue sur récupérer finalement une partie de cette tolérance. Et donc, pour moi, la fiabilité baisse. Ok, on va devoir vous laisser parce que comme me le rappelle Bastien, mon réalisateur, très gentiment dans le casque, c'est pour ça que j'ai éclaté de rire, il me dit attention, comment tu as dit Bastien?
Les heures font que 60 minutes. 60 minutes, voilà. Et comme tous les deux, on est des grands bavards avec Jean-Luc, il nous faut d'ailleurs 90 minutes pour nous. Merci beaucoup, Alexis. Merci Alexis. Merci Thierry d'avoir posé la Thierry question. Aussi. Bon, Thierry, il est rassuré, il va pouvoir se racheter une vraie voiture. À vous tous. Merci beaucoup. Sur vos questions que l'on retrouve sur la page Facebook. Allez, dans quelques instants, à quelle pression faut-il gonfler ses pneus l'hiver? On y répond dans On parle auto. Non, c'est les pneus hiver. Ouais. Les pneus hiver, à quelle pression il faut-il les gonfler maintenant? Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Avec Dominique Stemfel, président du syndicat des professionnels du pneu. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon Dominique, j'ai installé des pneus hiver sur ma voiture parce que je roule dans une région où c'est presque indispensable. Mais à quelle pression dois-je les gonfler? Parce que les pressions préconisées par le constructeur, c'est des pressions pour les pneus été. Et est-ce qu'un pneu hiver, ça se gonfle pareil? Alors les pressions, d'abord je rappelle qu'elles sont très très importantes. D'une part pour la sécurité, puisqu'elles garantissent la bonne tenue de route du véhicule et les distances de freinage optimales. Et que d'autre part, elles permettent de limiter ou de réduire l'usure des pneumatiques et également de réduire la consommation de carburant. Alors par les temps qui Donc il courent, faut vérifier tous les mois, on est d'accord? Ouais, il faut vérifier régulièrement tous les mois ou tous les 2 mois au maximum. Tiens, Laurence, vous l'avez fait quand la dernière fois? Impression des pneus? Là, il y a 3 semaines. Oh, bien. Bon, bravo. Oui, mais je vais être très honnête avec vous, c'est que ma voiture... Elle est au garage. Non, elle me demande de le faire maintenant. Ah, d'accord. J'ai une petite chose qui apparaît. Vérifier la pression des pneus. Alors, le pneu hiver, je le gonfle à la même préconisation que le pneu été? Absolument. Ça se gonfle, un pneu hiver se gonfle à la même pression qu'un pneumatique été. Sauf que, et je crois qu'on en a déjà parlé, les températures influent sur la pression dans les pneus. Plus les températures, à chaque écart de 10 degrés de température, dans un sens ou dans l'autre, le pneumatique perd 0,1 kg de pression ou gagne 0,1 kg de pression. Ça veut dire que entre une pression qui a été faite à une température ambiante de 20 degrés et une pression qu'on prend à une température ambiante de 0 degré, on perd 0,2 bar. D'accord. Donc en clair, si je gonfle mes pneus dans mon garage, c'est quand même assez souvent le cas, et que je sors et que je revérifie la pression, j'aurai pas la même pression si à l'extérieur il fait très froid, alors que dans mon garage il fait peut-être 16-17 degrés quoi. S'il fait 20 degrés dans votre garage et que dehors il fait 0, vous avez, en sortant votre véhicule du garage, perdu 0,2 grammes. Donc si je gonfle mes pneus à l'intérieur, si je gonfle mes pneus à l'intérieur, je mets 0,2 bar de plus, voilà. Voilà, et c'est pour ça effectivement qu'on voit certaines préconisations qui indiquent qu'il faut légèrement surgonfler en hiver, mais c'est tout simplement pour corriger cet écart de température entre le lieu où on a gonflé et le lieu où on utilise le véhicule. Et le pneu Calzone, on le gonfle pareil, 4 saisons, je me trompe toujours de pizza. D'ailleurs, vous me donnez faim à 12h52, bon appétit si vous passez à table. Le pneu 4 saisons, c'est pareil, on le gonfle à la même pression. Pneumatique été, pneumatique hiver, pneumatique 4 saisons se gonfle à la même pression. Oh bah, alors, c'est un slogan, c'est un chouette slogan ça. Absolument. Ce qui est important aussi, c'est que bien souvent en hiver, on utilise son véhicule pour se rendre en station, donc avec toute la famille, les bagages, les skis sur le toit. Et là, on est également dans les mêmes configurations, c'est-à-dire qu'il faut légèrement surgonfler de 0,2 ou 0,3 bar, comme c'est indiqué par le constructeur sur le livret de bord. Ou sur l'étiquetage qui se trouve derrière la trappe à carburant ou sur le côté du véhicule, enfin sur le petit milieu. On a une question là de Stéphane sur Facebook qui demande ce que vous pensez des pneus d'occasion, et du coup je rebondis, c'est-à-dire que sur les pneus d'occasion, si on en a sur notre voiture, est-ce que la pression des pneus... c'est pareil. On fait la même chose, ça on ne change rien. C'est exactement la même chose. Dernière question Dominique, est-ce que ça pose problème de surgonfler les pneus? Parce qu'on a vu que sous-gonfler ça pose problème, mais surgonfler ça pose problème? Alors ça pose également problème, c'est qu'en fait la forme du pneu va être modifiée et que le pneumatique va avoir des formes d'usure accélérées. Il va être plus rond, quoi. Il va être moins carré. Voilà, tout à fait. Ceci dit, il vaut mieux être légèrement surgonflé que sous-gonflé. Mais alors, du coup, avec les changements de température, regardez, la semaine dernière, on est descendu dans certaines régions à moins 11. Et ce matin, on peut être à plus 7 degrés. Ça veut dire qu'il faudrait que je fasse la pression à chaque fois qu'il y a un changement de température?
Évidemment non, mais en l'occurrence, il faut que vous vous organisiez pour avoir une température qui permet d'avoir une pression, qui permet d'avoir la bonne pression lorsqu'il fait moins 10 degrés ou moins 11 degrés. Plutôt que plus 7 degrés, donc ce qui fait que le pneumatique gardera ses meilleures capacités d'adhérence et limitera l'usure si vous procédez de cette manière. Bon, ça y est, on va tous aller gonfler nos pneus alors quand on va sortir d'ici. Mais c'est vrai que globalement, on est d'accord, Dominique, il y a un tiers des véhicules en circulation qui ont des pneus sous-gonflés. Les gens ne vérifient pas suffisamment la pression. Aujourd'hui, les automobilistes s'abritent derrière le fait qu'ils ont pour la plupart des systèmes de surveillance de pression de gonflage. Et en fait, ces systèmes-là, ils ne garantissent pas, tous, selon les technologies, ne garantissent pas une parfaite surveillance de la pression. Donc en fait, même si on a un système de surveillance de pression, il faut passer régulièrement à la station pour faire les pressions de gonflage. Vaut mieux de toute façon. Oui, parce que si on a un système qui mesure le différentiel de pression entre les pneus, si ça baisse uniformément, donc là avec la température on a compris que ça baissait uniformément, on ne sera pas alerté qu'on roule sous gonflé. Non. Absolument, c'est tout à fait ça. Bon, super, merci parfait, beaucoup. J'ai compris. Ah, c'est bien. C'est bien. Je vous taquine. Bravo. Juste avant de vous lâcher, puisque du coup on va aller au bout de ça, puisque du coup notre ami Stéphane nous demandait ce qu'on pensait des pneus d'occasion. On en pense quoi là? Alors les pneumatiques d'occasion, c'est une solution. Hors sujet pression. Hein. Oui, c'est une solution économique. Maintenant, il faut veiller à l'endroit où on les achète. Un bon pneumatique d'occasion, il en existe. Ils doivent avoir été contrôlés très très soigneusement. Les pneumatiques ont de la mémoire. S'ils ont été malmenés dans leur vie précédente, ils risquent effectivement de poser des problèmes, voire d'éclater s'ils n'ont pas été soigneusement contrôlés. Donc, et surtout, on va dire, Dominique, on n'a pas le droit d'acheter un pneu d'occasion sur le bon coin, si c'est pas un professionnel. Absolument. Exactement. Il faut passer par un professionnel qui les a contrôlés. C'est dit sur Sud Radio parce qu'on parle vrai et on parle auto. Merci beaucoup, Dominique Semfeld. Passez un bon week-end. Avec plaisir. Bonne route à tous. On vous embrasse fort, fort, fort. Bisous. Allez, à suivre le moment qui vous est dédié. Vos questions, vos réponses tout de suite au 0800 26 300 300. Vous êtes très, très nombreux à avoir posé des questions sur la page Facebook. En l'occurrence sur les voitures compatibles ou pas à l'éthanol. On va poser toute cette batterie de questions puisqu'on retrouvera notre invité précédent, non pas celui des pneus, mais celui de l'éthanol qui y répondra aussi avec l'ami Jean-Luc. Et on parle auto, ça continue avec vous au 0800 26 300 300. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et vous le savez, évidemment, on va parler de voitures de collection avant de se quitter à 13h30 et de retrouver Alain Marty et Invino. Mais ce moment, à 13h03, vous est consacré au 0800 26 300 300. Vous nous retrouvez pour poser toutes vos questions. Et on va retrouver, Jean-Luc, notre invité qui était avec nous. qu'on a convoqué pour la deuxième partie parce qu'on n'avait pas évoqué. Le sujet est assez vaste, puis il intéresse tout le monde puisqu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat est au centre de nos préoccupations et en particulier l'augmentation du prix des carburants. Et c'est vrai que l'éthanol est une bonne solution pour ceux qui peuvent l'adopter. Donc on accueille de nouveau Nicolas. Qui est avec nous, Nicolas Rialan. Voilà. Merci d'être avec nous. Alors Nicolas, il y a beaucoup de questions, donc on va essayer d'être assez concis pour répondre aux questions de tout le monde, mais tout de suite au 0800 26 300 300. Gilles est avec nous. Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Voilà, j'ai téléphoné la semaine dernière à propos de ma 2008 essence. Et d'après ce que j'ai entendu là, parce que je suis depuis le début à l'écoute de l'émission, je suis quand même encouragé parce que il y a beaucoup d'améliorations sur les boîtiers. Et peut-être que pour ma voiture, ça va peut-être bien. Oui, il a combien de kilomètres votre 2008 ? Oh là, elle a pas beaucoup. Je roule le moins possible vu le Covid déjà. Ouais. Et puis j'ai 7800 kilomètres. Oui. Alors le truc, c'est que vous avez bien compris, quand vous mettez un boîtier homologué, vous perdez la garantie du constructeur et c'est la garantie du fabricant de boîtier qui se substitue à la garantie du constructeur. Ça, faut bien avoir présent à l'esprit. Donc, si vous avez un souci après avec votre voiture et que vous allez chez Peugeot et que c'est un problème moteur, ils vont vous dire oui, mais attendez, vous avez mis un boîtier. Voilà. Donc, c'est en revanche le fabricant du boîtier qui prendra en charge les réparations. Mais c'est vrai que sur votre moteur qui est un PureTech, c'est un litre de PureTech sans doute que vous avez sur votre 2008. 110 chevaux, ouais. Voilà, donc au départ, il y a eu des problèmes d'adaptation sur ce moteur. Aujourd'hui, moi j'en parlais encore avec Alexis il n'y a pas longtemps, a priori ça pose pas de problème. Comme je dis à chaque fois, vous garantir à 100% qu'il n'y a pas de risque, c'est impossible. Maintenant,
vu le différentiel de coût, ça vaut le coup, effectivement, c'est le cas de le dire. Dans les deux sens, ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup de prendre le risque. Ouais. Parce que vous faites des économies substantielles en termes de consommation. Là, pas en termes de consommation, mais en termes de coût kilométrique. Ouais, l'avis de Nicolas, Riel. Nicolas, il est plus spécialisé dans la production de l'éthanol et la distribution de l'éthanol. Alors, très bien. Alors, cela dit, moi, je peux quand même ajouter. La question que pose Monsieur est très intéressante parce que le point de repère que l'on donne, c'est 500 euros d'économie pour 13 000 km parcourus. Donc, pour des gens qui roulent très peu, c'est vrai que l'amortissement du boîtier et l'économie va être retardée longtemps. Vous êtes en haut-parleur, Nicolas, c'est pas très agréable pour nous. Est-ce que vous pouvez enlever votre haut-parleur parce que pour la radio c'est moins. Mais tout va bien. J'adore fouetter les garçons. Juste comme ça. Alors moi j'avais une question pour Nicolas. Question de Jean-Luc Moreau pour Nicolas. On dit au revoir à Gilles alors. On dit au revoir à Gilles et on lui souhaite d'installer un boîtier. Il pourra plus parce qu'il fait 10 000. Il fait 10 000 parce que ça coûte cher. Et je suis sûr que quand il aura le boîtier et qu'il fera un plein à 30 euros au lieu de le faire à 80. Jean-Luc, il a plein de questions. La question de Jean-Luc Moreau à Nicolas, elle va attendre un peu. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. On a bonne Sandra. journée, au revoir. Merci, au revoir Gilles. Sandra qui dit: j'ai une Skoda Monte Carlo moteur 1 litre de juin 2021. Est-elle compatible? C'est la même réponse que pour tous ces moteurs-là, ça passe. Alors, on en a parlé tout à l'heure, mais ça revient sur la page Facebook. C'est Thierry qui dit: je réside à Annonay, je suis choqué par la hausse du prix du bioéthanol qui est passé du 1er janvier de 67 centimes à 81 centimes. Pourquoi cette hausse vertigineuse? Ça c'est une question pour Nicolas. Alors, je ne sais pas où il est, notre auditeur. Annonay. Il y a deux éléments, c'est-à-dire que vous avez le prix d'achat du carburant pour les différents distributeurs qui, effectivement, en début 2022, a augmenté puisqu'on doit répercuter une augmentation de la hausse, une augmentation des coûts de production, à la fois sur l'essentiel des matières premières qui sont utilisées pour faire le bioéthanol et sur le prix du gaz, puisqu'il faut de l'énergie aussi pour faire le bioéthanol. Donc en clair, la politique tarifaire de chaque distributeur. C'est ça. Mais en clair, Nicolas, la hausse, le coût de production, il a augmenté de combien en pourcentage? On le sait. Il a augmenté je dirais, de l'ordre de 25%. Ah oui, d'accord. Donc ça explique l'augmentation à la pompe. C'est pas les taxes qui ont augmenté, on est d'accord. Non. C'est pas les marges des distributeurs qui ont augmenté non plus. Les taxes n'ont pas bougé, mais c'est vrai que dans le paysage global, on s'aperçoit tout de même que le superéthanol à 85, relativement, il a moins augmenté à la pompe que les autres carburants. Le différentiel reste très attractif. Bon, merci beaucoup de cette réponse. On a Jean-Paul qui nous rejoint pour la fin de ce moment qui est dédié à nos auditeurs. On va vous souhaiter une bonne journée. Moi, j'avais quand même une question importante pour Nicolas. Bon, après alors. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Oui, j'étais à l'écoute. Je buvais les Jean-Paul, vous êtes en haut-parleur. Est-ce que vous pouvez enlever votre haut-parleur, s'il vous plaît? Oui, c'est vrai, j'ai entendu ça tout à l'heure. Excusez-moi, je vous taquine un peu, mais voilà. C'est mieux, merci. Et surtout, Bastien, il est plus content, mon réalisateur. Écoutez, je buvais les paroles là, pour le bioéthanol, ça m'intéressait beaucoup. Avec modération, boire l'éthanol. Alors allez-y, ce que je voulais dire, c'est que moi j'étais complètement hors sujet là, donc c'était pour l'histoire de PV. Alors on vous écoute. Allez-y. Ouais. Allez, droit au but. Et puis je voulais savoir comment vous avez calculé la vitesse retenue. Alors, la vitesse retenue en dessous de 100 km/h, c'est 5 km/h. Ensuite, au-dessus, c'est 5%. C'est comme ça qu'on calcule. Voilà. Je connaissais. Ça, vous me l'aviez déjà soufflé dans l'oreille et je n'avais pas perdu. Pourquoi ça. Vous avez été pris à combien? Parce que c'est ça la vraie question. C'est vous avez été pris à combien? Sur la route, je calcule mes 5%. Ouais. En réalité, quelquefois, c'est ce qu'on appelle une marge technique. Hein. C'est le fabricant de radar qui dit voilà. Ouais. En l'occurrence, là, je vois que j'ai été contrôlé à 118. Je sais qu'à 5%, si j'avais été à 116, c'était bon. Et par contre, si je fais mon calcul, je m'aperçois que là, on me retient 112 km/h. Ouais, bon. Alors, oui. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Alors, mais peut-être qu'ils vous ont. Mais 112 retenu, c'est quand même au-dessus de 110.
Oui. Ah bah oui. Donc de toute façon, vous l'avez dans le baba, l'ami Jean-Paul. Mais le truc, c'est pourquoi on prend 5 km/h en dessous de 100 km/h et 5% au-dessus. Simplement parce que quand vous avez vu, il y a des villes qui sont limitées à 30. Donc si on prenait une marge de 5% de 30 km/h, autant dire c'est que dalle. Donc c'est pour ça qu'on prend 5 km/h. Bah oui, c'est vrai. Ce matin. La question à votre invité, on attend la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine on pourra pas la poser, mais c'est important, c'est la position de l'Europe par rapport, parce qu'il y a beaucoup, j'ai lu des papiers en particulier. Alors la position de l'Europe par rapport aux biocarburants. Bon, c'est important, c'est l'avenir du biocarburant, l'avenir des biocarburants, c'est ça en particulier. Nicolas, est-ce que vous êtes toujours là? Non, mais d'ailleurs, ça mérite une émission entière. Nicolas a disparu. Non, je suis là. Alors la question, la position de l'Europe. Non, je disais, je pense que ça mérite une émission entière parce que le sujet a une grande complexité et les avis divergent selon les différents interlocuteurs. Donc ce ne sera pas la semaine prochaine. Voilà, ça ne sera pas la semaine prochaine, mais on en parlera. Prochainement. Voilà, merci beaucoup d'avoir été à nos côtés, Nicolas Rialan, porte-parole de la collective du bioéthanol. Allez, on y va parce que dans quelques instants, on va parler de MGD qui fête ses 60 ans. MGB, non mais décidément. Si, ce sera la voiture de collection. Ah bah c'est maintenant. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Classic Cars, with les 60 ans de la MGB. Ouais, on a Jérôme avec nous. Ah non, on a Jérôme. Oui, et après on en accueillera Christian. On a Jérôme parce que je vous ai dit maintenant, on prend les questions d'auditeurs et il y a quelqu'un qui répond à ma place, comme ça moi pendant ce temps-là, je me fais bronzer, je bois un coup. Très bien. Voilà. Alors question de Jérôme et il y aura une réponse de Christian Lissot qui est aussi avec nous, président du club MG France. Bonjour Jérôme. Christian et bonjour Jérôme. Bonjour, c'est Christian Lissot. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc et bonjour Christian Lissot. Alors Jérôme, votre question. Alors ma question, je suis passionné de vieilles voitures et après quelques années de réflexion et quelques mois, je suis fixé sur l'achat d'une MGB. D'accord. Et je voudrais savoir si en 2022, alors qu'on voit arriver les ZFE à grands pas, je voulais savoir si je prenais un risque en achetant une voiture de collection. Alors je vais vous livrer un scoop. Et même pour tous ceux qui nous écoutent, cette semaine, le 5, il va y avoir, non, je crois que c'est le 3, mais il va y avoir une annonce sans doute, il va y avoir une circulaire ministérielle qui va passer. Alors vous savez que c'est, en fait, les ZFE, c'est au niveau local que ça se décide. Donc c'est une compétence territoriale. Donc c'est eux qui décident d'accorder ou non une dérogation aux véhicules de collection pour qu'ils aient le droit de circuler. Quand je dis véhicules de collection, en carte grise collection. Donc ça se fait au coup par coup. Et mais on en parlera la semaine prochaine dans l'émission parce que ça sera officiel. Mais je vous le dis avant, il va y avoir cette semaine une circulaire qui va passer au niveau national pour inciter justement toutes les collectivités territoriales à accorder cette dérogation. Donc votre question c'est, si j'achète demain une MGB, est-ce que j'aurai encore le droit de rouler dans les ZFE? La réponse c'est oui, si elle est en carte grise de collection. D'accord. Voilà. Déjà, donc ça, c'est fait. Au moins, c'est clair. Le seul moment où vous n'aurez pas le droit de rouler, c'est pendant les pics de pollution, mais ça peut se comprendre. Donc maintenant, qu'est-ce que vous voulez comme MGB? Vous savez? Parce que comme on a Christian Lissot, le président du club MG, sous la main, c'est le moment de lui poser la question. Oui, c'est un honneur. La MGB, donc version Roadster, évidemment en vert anglais. Même si ça ne plaît pas à ma fille, donc je risque de la prendre en rouge. Et de préférence, si j'en trouve une pas trop rouillée de 1972, puisque je suis né en 72 et ce serait le cadeau de mes 50 ans. Ah, génial. Ah, ça serait génial. Christian. Bonjour et bon anniversaire à MGB. Oui, merci beaucoup. Oui, donc Christian Lissot, le président du MG Club de France. Effectivement, c'est une année très importante pour nous, parce que la MGB, c'est quand même le modèle emblématique de la marque. Oui, cabriolet le plus vendu avant l'arrivée, le plus vendu au monde avant l'arrivée de la Mazda MX-5. Plus de 500 000 exemplaires à l'époque où c'était du jamais vu. Et effectivement, la MGB, elle a une carrière d'environ 18 ans à partir de 1962. C'est un modèle qui s'est très bien vendu, qui aurait même pu continuer au-delà des années 80. Malheureusement, il y a eu la fermeture de l'usine d'Abingdon. Ça a mis fin à sa carrière. Mais c'était une voiture mythique et une voiture qui a marqué son époque. Jérôme, il a raison de vouloir prendre un modèle 72 ?
Alors, dans les modèles, effectivement, dans les 18 ans de production, il y a eu différentes évolutions. 72, c'est une très bonne année parce qu'on reste dans la période des pare-chocs chromés. D'accord. C'est déjà très bien. 72, on était dans les années avec le début des roues Rollstein. Donc les jantes en tôle. Je ne sais pas s'il a choisi une voiture roue fil ou roue Rollstein. Ça c'est effectivement un choix qu'il a à faire. Après, il y a des variantes entre les produits européens et les produits américains. Ça c'est là où on va trouver pas mal de différences, notamment au niveau des tableaux de bord. Les modèles américains sont 3 essuie-glaces. Il y a des petites choses comme ça qui ont changé, qui ont fait évoluer la MGB, pas nécessairement dans le bon sens, on va dire, en termes d'esthétique, mais qu'il faut avoir en tête. Il vaut mieux un modèle européen ou un modèle américain ? Sur le plan pur de l'esthétique, quand on regarde l'intérieur de la voiture et du tableau de bord, c'est sûr qu'il vaut mieux un modèle européen. D'accord. Et ça coûte, on peut en trouver une à quel prix ? Une correcte, hein, pas trop rouillée, en bon état. Moi je dirais que le marché, il est entre 20 et 25 000. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc faut pas chercher à acheter un modèle pas cher parce qu'en fait ça coûte plus cher, même si on trouve toutes les pièces, ça coûte plus cher de restaurer que de prendre un modèle fini. Sur ces modèles et de ces générations, on a les problèmes de corrosion qu'on va retrouver. Et effectivement, sur une MGB, autant la partie mécanique, c'est très facile de retrouver les pièces, tout ce qui est frein, moteur, aucun problème. Par contre, la corrosion, on va faire appel à un carrossier. Et là, c'est quand même du temps, c'est de la main-d'œuvre et ça a un coût. Bon, super. Bon, Christian, on fera un petit point quand vous fêterez l'anniversaire de la voiture. On vous rappellera au mois de juin, puisqu'il y aura des événements qui vont être organisés. Merci beaucoup en tout cas. Je peux parler du club 2 minutes pendant que je suis à l'antenne? Alors non, malheureusement pas. Excusez-moi, je suis la mère fouettard sur le temps. Je vais encore me faire tuer sur les réseaux sociaux par les gens qui comprennent pas que on a une montre à tenir et que je le fais pas exprès. Mais on vous reprendra, Christian. Christian, on vous reprendra. On va vous réinviter, Christian, parce que là, malheureusement, l'émission se termine bientôt et on ne peut pas vous garder tout de suite. Mais quitte à venir en studio avec nous, d'ailleurs. Oui, mais il viendra en studio. Et en voiture, en MGB. Ben voilà, par exemple, verte. Moi, j'aime bien le vert anglais. Allez, go. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Et c'est votre rendez-vous. Quelle auto choisir? On a le plaisir de vous accueillir. Pascal est avec nous sur Sud Radio pour poser sa question à l'ami Jean-Luc. Salut Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Oui, donc ma question est assez simple. En fait, je fais 5000 km par an et je pars 5 mois par an dans le sud. Donc la voiture va rester dans le garage. Donc je voudrais une voiture électrique. Et le problème, c'est que dans les garages, alors je vais chez DS, chez Volkswagen, ils me donnent pas la même version. On me dit, il faut laisser votre batterie chargée pendant les 5 mois. Un autre me dit surtout pas. Donc je sais pas quoi faire. Je sais pas. Ah, voilà. Vous hésitez entre quoi? Un DS Crossback, c'est ça? DS3 Crossback E-Tense et puis une ID3? ID3. Ouais. Alors j'ai vu que les D3, ils me disent qu'on peut régler 80% sur la batterie pour qu'elle ne se recharge pas plus. Ouais. Chez DS, quand j'aurais demandé, ils me disent on ne sait pas. Donc vous voyez, du coup, c'est un peu compliqué de savoir si on doit faire. Sur l'ID3, il y a plus de choix en motorisation, en batterie, etc. Bon, après, moi, le principal défaut que je trouve à l'ID3, c'est, je vais le dire, elle est moche. Hein, voilà, c'est bon. Un DS3 Crossback, c'est plus sympa, mais au niveau, au niveau techno, c'est mieux une ID3, vous voyez. Donc, Alors, regardez une Cupra Born. En fait, c'est une ID3 avec un look plus sympa. Ah oui, c'est vrai. Moi, je serais vous. Même tarif, même budget. C'est même prix, même un tout petit peu moins cher, équipement équivalent. C'est l'ID3 sexy, quoi. Donc le bon choix. Un peu haute ou pas? Non. Enfin oui, haute. Moi, j'aime un peu mais parce que comme je suis grand, il me faut une voiture facile. C'est plus haut de toute façon qu'un véhicule normal. Donc, d'accord. Mais voilà, bon, moi entre les, j'ai vu ce que vous vouliez et je pense que le bon choix pour vous, ça serait ça. Bon, après sur la question, est-ce que je laisse ma voiture branchée tout le temps quand je suis pas là pendant 6 mois? Non, non, parce que en fait, la techno des batteries qui est utilisée là, on est sur les dernières évolutions de chimie des batteries. À partir du moment où vous chargez votre voiture avant de la laisser, la décharge va être extrêmement faible. Si votre batterie elle est chargée à 80% quand vous allez partir, vous avez vu la capacité
acheter des batteries. Vous avez des capacités qui sont, allez, on va dire, supérieures à 50 kWh. C'est pas la pendule de bord qui va consommer 50 kWh même en 6 mois. Donc vous allez récupérer votre voiture avec peut-être une charge de batterie qui va être un peu plus basse, mais qui ne nécessite pas de rester branché. On n'a pas affaire à une Autolib qui nécessitait de conserver la batterie à une température de 70 degrés, donc qui consommait autant qu'un fer à repasser branché en permanence. Mais là, donc là, c'est pas le cas. Mais le fait de la laisser complètement 5 mois à rien faire, il va rien se passer. Non, il va rien se passer. À la limite, ça abîmera moins qu'un moteur thermique qui, lui, a besoin de rouler de temps en temps pour que les joints ne sèchent pas, etc. Sur un véhicule électrique, c'est moins gênant. Et là, le fait, vous chargez la batterie avant et vous laissez votre voiture tranquillement. À 100% ou pas spécialement? Non, 80. Alors, de toute façon, tous les constructeurs aujourd'hui communiquent sur ça. La charge 100%, c'est j'ai besoin de faire un parcours un peu plus long, je charge à 100%. C'est pour un usage normal, je charge à 80. Parce que les 20 derniers pourcents sont pratiquement perdus, en fait. Non, ils sont pas perdus du tout, mais vous fatiguez la batterie à faire soit de la charge complète, soit de la décharge profonde. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, c'est génial. Bon, je vais aller voir donc là. Mais pas de souci, voilà. Et allez voir la Cupra Born. Ouais, allez-y. Je vais aller voir ça. Et merci beaucoup. Je peux être complètement indiscrète, Pascal. Quand vous dites je suis 5 mois dans le sud, vous êtes dans quel sud? Je pars dans le sud, à Saint-Raphaël. Oh, c'est bien. Ok, vous les embrassez bien. J'étais hier, moi, tiens. Génial. Merci beaucoup. Je vous embrasse fort. Bon week-end à vous. Merci. Au revoir, Pascal. Au revoir. Allez, maintenant, ce sont les news de la semaine. Sud Radio, on parle auto. On commence par l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi qui fait le pari de la croissance grâce à l'électrique. Oui, après le douloureux épisode Carlos Ghosn, les 3 constructeurs travaillent de nouveau la main dans la main. Et ils unissent leurs forces pour devenir un des acteurs majeurs dans le domaine de l'électrique. Leur nouvelle feuille de route prévoit 23 milliards d'euros d'investissement pour les 5 prochaines années afin de développer 5 plateformes 100% électriques partagées dont seront issus, tenez-vous bien, 35 nouveaux modèles électriques d'ici 2030. D'ailleurs, on va aussi parler de pas mal de choses la semaine prochaine dans notre émission, mais un gros rendez-vous, et on voulait vous le donner, ce sera le directeur général de Dacia qui va être un invité exceptionnel. Oui, ce sera Denis Levaux, il sera avec nous la semaine prochaine. Dacia, véritable phénomène, une marque du groupe Renault justement, essentiellement tournée vers le grand public et les clients particuliers, ainsi la Sandero. C'est la voiture la plus vendue en Europe aux particuliers, la Sandero. Et le Duster, c'est le SUV le plus vendu en Europe aux particuliers. Dacia, c'est aussi la gamme la plus jeune d'Europe. Et puis on parlera d'une nouveauté que j'ai essayée hier, dont je ne peux pas vous révéler si c'est une bonne voiture ou pas aujourd'hui, parce que j'ai pas le droit. Le Dacia Jogger. Ça court, je vous le fais simple. Je vous le fais simple. C'est une Sandero avec un sac à dos. C'est la Sandero des familles, assez sexy au niveau du look et avec une place à l'intérieur incroyable. Et tout ça pour moins de 15 000 euros. Ça démarre à 14 900 euros en version en plus essence GPL. Donc franchement, allez, je vous donne un petit indice. C'est pas une mauvaise affaire, mais on en parle la semaine prochaine. Et donc, émission spéciale avec The Big Boss of Dacia. Il s'agit de Denis Levaux, VOT. Si vous voulez participer à l'émission, soit vous nous envoyez un mail dès maintenant à jeparticipe@sudradio.fr. Vous me mettez bien pour On parle auto et votre numéro de téléphone que l'on puisse vous rappeler. Dernière question, tu as 10 secondes pour y répondre. Stéphane qui dit, dans une précédente émission, j'avais posé la question à Jean-Luc pour les plastiques collants. Oui, mais j'ai dit que je m'en occupais. Oui, on va en parler. Alors pas la semaine prochaine. Non. On va en parler. Alors pas la semaine d'après non plus. La semaine encore suivante. Voilà, l'année prochaine, Stéphane. Non, on en parle dans 3 semaines. Je vous promets, on en parle dans 3 semaines. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Vous avez été très très nombreux à réagir sur la page Facebook de Sud Radio. L'ami Jean-Luc, on se retrouve samedi prochain. Avec grand plaisir. Tiens, moi aussi. Et Bastien aussi, tiens. Allez. Bisous, bon week-end à tous.